bonjour à tous. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Nadine Monbrun. Donc, je suis la directrice territoriale du FIPHFP pour les Antilles-Guyane. Alors, comme vous le savez, nous avons, avec la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est et les Antilles-Guyane, un coordinateur Handipact commun au travers de Stéphane Guinaud, qui est le directeur de H-Conseil. Et nous avons donc, depuis bien plusieurs mois maintenant, années même, choisi de mutualiser nos échanges et l'ouvrir à tous. Je salue la présence de Madame Sablon. Bonjour Madame Sablon, qui va intervenir sur une des thématiques. Donc, rapidement, eh bien, quelques mots. Je pense que vous avez pu voir que nous avons, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, il y a eu la conférence de presse du FIP pour présenter nos résultats sur l'année 2022. Donc, résultats positifs, hein, puisque en 2022, le FIP a un taux d'emploi de 5,45% de personnes en situation de handicap, ce qui représente plus de 260 000 bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Au niveau des Antilles-Guyane, eh bien, une des données toujours en progression, même si nous avons encore des marges de progrès. Mais globalement, nous restons dans cette évolution positive de l'inclusion et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap pour la fonction publique. Donc, pour ce qui concerne la thématique de ce matin, donc deux sujets. Un sur les études ergonomiques et puis l'autre sur les plateformes d'essai de prêt de matériel. Alors Stéphane, je ne sais plus dans quel ordre en fait vous aviez prévu. Excusez-moi, j'ai un tout petit trou de mémoire pour annoncer les sujets. C'était Alors, d'abord… moi, je l'ai imaginé dans un ordre qui m'a paru logique, c'était de voir déjà l'étude ergonomique, et puis dans le sens où la question matérielle se posait après l'étude ergonomique. Donc, Tout à donc, fait. on va commencer OK, par très l'étude bien. ergonomique avec Sandra D'accord. Sablon. OK, très Et bien. allez-y, terminez. Donc, Et puis juste pour poser le cadre, le contexte par rapport à l'étude ergonomique, donc vous dire que, comme vous le savez, il y a un nouveau marché qui a débuté fin d'année 2022, en date du 1er décembre précisément 2022 jusqu'au 30 novembre 2024. Et donc, l'objectif de l'étude ergonomique, eh bien, c'est évidemment de permettre de mettre en évidence les éléments qui sont contraignants pour permettre à la personne d'évoluer dans son environnement de travail, donc contraignants ou inadaptés pour l'exécution de ses missions. Et donc, du coup, cette étude ergonomique a aussi pour objectif, une fois fait ce constat, d'identifier des solutions, en fait, des solutions concrètes, des solutions réalistes, évidemment, et puis des solutions chiffrées pour ce qui va avoir trait à l'aménagement et à l'adaptation de la situation de travail. Donc, c'est pour vraiment favoriser eh bien, le maintien dans l'emploi ou de la personne dans des conditions optimales. Et comme le disait Stéphane, effectivement, eh bien, cette étude ergonomique va amener pas des préconisations, mais des orientations de choix de matériel ou d'adaptation. Et la plateforme d'essai de prêt de matériel va être dans cette complémentarité puisqu'elle va permettre, dans une immédiateté, d'avoir accès à un essai de matériel et surtout avoir accès à un prêt du dit matériel, un prêt gratuit pour pouvoir permettre à la personne eh bien, de bénéficier de cet accompagnement immédiat. Et bien évidemment, dans cet espace-temps, il appartiendra à l'employeur de faire le nécessaire pour pouvoir faire l'acquisition du matériel, puisqu'on est sur un contrat de prêt sur une durée limitée. Donc, voilà rapidement, vous dire que, alors, au niveau des études ergonomiques, tout le monde ne peut pas mobiliser cette étude ergonomique. Il y a un principe de prescripteur. Ces prescripteurs donc, sont divers et variés, le Cap emploi Pôle emploi, la mission locale, le service de prévention et santé au travail, le service autonome de santé au travail, la CGSS, les centres de gestion qui sont en convention avec le FIP, les employeurs également en convention avec le FIP, et puis moi-même, pour tout ce qui concerne les employeurs relevant de la fonction publique et évidemment la délégation régionale
de la GFI pour le domaine du privé. Donc, voilà rapidement les éléments synthétiques et je laisse Mme Sablon aller dans le détail de par son expertise. Elle va vous expliquer en quoi consiste l'étude ergonomique et quels sont ses avantages et comment on peut aussi y avoir recours et en quoi ça consiste. Voilà, bienvenue. Merci Mme Sablon pour votre intervention ce matin. Donc, je ferme mon micro. Il faut rouvrir votre micro, Madame Sablon, on ne vous entend pas. Oui, je remercie Madame Monbrun pour cette introduction. Donc, je vais reprendre certains éléments qu'elle a déjà évoqués, peut-être de manière plus pratique, plus pragmatique. Alors, je cherche le support. Oui, non, mais voilà. Ça va, ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à l'écran? Alors, donc, je pense que vous avez le mode présentateur. Ouais, exactement. Alors, je vais reprendre. Ici, c'est mieux? Toujours le mode ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que si vous partagez votre écran, on aura le mode présentateur. Forcément. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais partager autre chose. Je vais arrêter. Je cherchais... Ou alors, vous le mettez juste en mode diaporama. Et puis, on l'aura. Et... Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Vous l'avez quand même. Fenêtre. Voilà, c'est bon. Là, c'est mieux? Oui. Et là, vous avez? Ben là, on n'a pas les commentaires. Il suffirait de le mettre en mode diaporama pour qu'on l'ait plein écran, si c'est possible pour vous. Bon, ben, écoutez, je vais faire ça. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous voyez mieux? Oui, c'est bien là. Là, c'est visible. Je vais essayer de grossir. Et vous pouvez baisser en bas les notes. Oui, la note. Et voilà. comme ça, on est quasi en mode diaporama. Oui, là, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Merci. Très bien. Donc, par rapport à la présentation, j'irai assez rapidement sur le fait de vous situer, la structure à laquelle j'appartiens. C'est quand même pour nous important de vous dire un peu comment Indigo se situe vis-à-vis de ce sujet du handicap, parce que vous allez voir que dans notre histoire, on est une structure qui a aujourd'hui plus de 20 ans. Ça fait quelques années qu'on intervient dans le domaine du handicap et puis on va passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui de manière plus concrète, qui est l'étude ergonomique. De partager aussi avec vous le déroulement d'une étude ergonomique avec le calendrier prévisionnel issu du marché cadre. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on puisse avoir aussi quelques illustrations pour que vous puissiez vous aussi apprécier ce qu'introduisait Madame Monbrun sur à quoi conduit l'étude en matière de transformation. Et en conclusion, il nous semble important par rapport aux participants, alors il y a probablement des prescripteurs parmi vous, les facteurs de réussite d'une étude ergonomique. Voilà. Alors, je vais aller assez vite, mais c'est un élément qui fonde notre légitimité pour intervenir dans ce domaine. Donc, nous, en quelques mots, on est un cabinet d'ergonomie, plus communément appelé dans notre métier un cabinet généraliste. On a à peu près un peu plus de 20 ans d'existence. Et effectivement, on est sur, de manière générale, la prise en compte conjointe de la santé, la sécurité et l'efficacité du travail des personnes, autrement dit, leur performance. On a une posture assez claire sur le fait que nos interventions doivent s'inscrire dans un partage d'expérience et dans la construction de solutions sur mesure. Donc, au total, Indigo Ergonomie, c'est à peu près une quinzaine d'intervenants. Et vous voyez, on a une activité assez diversifiée, ce qui est pour nous plutôt une richesse dans notre pratique, puisque vous pourrez noter qu'on ne fait pas que du maintien et de l'insertion dans l'emploi des travailleurs handicapés, mais on intervient aussi en tant qu'expert habilité par le ministère du Travail. On intervient sur la prévention des risques, notamment la conduite de projets
Et j'y reviendrai parce que dès le début, on a toujours considéré les études ergonomiques, anciennement EPAST, comme de véritables projets pour les acteurs. Et on a aussi cette particularité d'intervenir dans différents secteurs d'activité, donc des secteurs plutôt variés, ce qui nous permet aussi, on va voir vis-à-vis de l'étude ergonomique, d'avoir une certaine connaissance des secteurs dans lesquels on peut intervenir. Alors, juste là, vous voyez, on a un certain nombre de certifications et d'agréments, et on a 3 localisations. Donc, on a un siège social qui est à Gradignan, près de Bordeaux. On a une agence à Paris, et aujourd'hui, je représente l'agence Antilles-Guyane, celle qui est chargée de réaliser le lot Guadeloupe vis-à-vis du marché de la GFIP et notamment du nouveau marché 2022-2024. Pour information, et on le verra tout à l'heure, mais Indigo a aussi un lot à Bordeaux. Donc, c'est les entreprises de plus de 50 et on y reviendra. Voilà. On est toujours sur une approche pluridisciplinaire, ce qui fait aussi qu'on est en tout cas, on incite justement à mettre des équipes pluridisciplinaires, y compris sur les études ergonomiques, parce que c'est justement la présence de ces différentes logiques et de ces compétences qui, de notre point de vue, concourent à avoir une solution concrète. Voilà. Alors, on existe depuis 2001 et depuis 2001, on est intervenu dans le domaine du handicap afin de réaliser les études ergonomiques, et on a commencé par la région Aquitaine puisque c'est la structure, c'est la région qui accueille le siège de notre cabinet, et on a poursuivi avec l'ouverture de l'agence parisienne, et ça nous a semblé naturel avec l'ouverture de l'agence en Guadeloupe aux alentours de 2016 de nous inscrire aussi dans la réalisation de ce type de mission. Donc, on l'a fait avec la GFIP, avant et même depuis la mise en place des marchés cadres. Donc, on est intervenu en collaboration avec la GFIP avant même la mise en place des marchés cadres. Et là, pour information, on est au 3e marché cadre pour le lot Guadeloupe, ce qui, par rapport à votre périmètre d'entreprise publique, représente 8 demi-journées par an. Voilà. Mais on a aussi des interventions dans le domaine du handicap en direct avec d'autres entreprises dans le cadre de leur propre marché cadre. Donc, on a travaillé pour la PHP, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. On travaille aussi pour le conseil départemental de la Guadeloupe et puis des entreprises privées de grande taille comme Hewlett Packard, le FS, le CNUS et le CRUS, etc. Donc, ça, les derniers, ce sont des marchés actuels. Et ce qu'il faut qu'on précise aussi, c'est que nos interventions se sont dès le début inscrites aussi bien dans le maintien dans l'emploi que de l'insertion professionnelle. Donc, on est toujours intervenu sur ce sujet du maintien, mais aussi ce sujet de l'insertion professionnelle. Est-ce que pour la présentation, je peux poursuivre, Monsieur Guénaud ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc vous pouvez continuer. J'en profite pour rappeler aux participants, bien sûr, vous pouvez poser vos questions par le chat, et puis nous sommes un nombre raisonnable, donc vous pouvez également cliquer sur le bouton « Lever la main », et puis au point question, je vous passerai la parole dans l'ordre. Voilà. Très bien. Je poursuis. Donc, après ces 2 premiers points de présentation de la structure et notamment de notre expérience en matière d'intervention dans le milieu du handicap, abordons le sujet de l'étude ergonomique. Alors, on a formalisé ici une définition qui tient compte aussi du cahier des charges du marché cadre de la GFIP, mais qui vaut dans le temps, qui perdure dans le temps, justement, pardon. Donc, l'étude ergonomique, c'est une intervention ergonomique qui est financée par la GFIP. Donc, au niveau des employeurs, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il n'y a pas la prestation que nous réalisons
Le financement est directement délivré par la GFIP et elle s'inscrit dans le cadre d'un marché. Donc aujourd'hui, on est sur le marché études ergonomiques 2022-2024, anciennement appelé EPAST, pour ceux qui ont eu à mobiliser par le passé des EPAST. Et elle porte aussi bien sur un recrutement, donc l'insertion professionnelle, un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle pour un bénéficiaire de l'obligation d'emploi d'un travailleur handicapé, donc BOETH. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est également pour des personnes qui sont en voie de l'être. Alors, certains sont plus habitués au vocable RQTH. Donc voilà, par rapport à ce statut du bénéficiaire, ce sont des agents, des salariés, des employés qui bénéficient de ce statut RQTH, reconnu en qualité de travailleur handicapé, ou en voie de l'être. Donc, la finalité, Madame Monbrun l'a déjà abordée. Dans le cadre de cette étude, nous devons, en tant que professionnels de l'ergonomie, de rechercher des aménagements, qu'ils soient techniques, donc avec l'acquisition d'équipements, d'outils, de matériel, organisationnels, puisqu'on peut aussi proposer des mesures organisationnelles qui tiennent compte de la situation du bénéficiaire, et ou architecturaux, au sens où on peut aussi, vous allez voir, proposer des solutions en matière d'aménagement d'espaces de travail qui vont permettre, et ça c'est important à retenir, un compromis satisfaisant entre les exigences du travail, puisque le bénéficiaire est intégré dans une structure, dans un collectif qui a des objectifs à atteindre. Donc, les exigences du travail en termes d'objectifs, que ce soit des objectifs quantitatifs, mais ça peut être aussi des objectifs qualitatifs, des équipements, une organisation, un environnement, etc. Donc, ce compromis, il est entre ces exigences du travail qui nous sont présentées par l'employeur, par le manager de proximité et bien sûr les capacités fonctionnelles, cognitives et psychiques du salarié en situation de handicap, en tenant compte évidemment des relations de travail avec les autres personnels et leur présence éventuelle dans son espace de travail. Alors cette précision est de taille, puisque aucune activité ne présente un caractère exclusivement, une dimension exclusivement individuelle. Elle s'inscrit dans une activité au sein d'une équipe, un collectif, et les solutions qui vont être préconisées doivent à la fois permettre aux bénéficiaires d'atteindre les objectifs qui lui sont indiqués, mais ces aménagements, ces propositions, ces solutions ne doivent pas se faire au détriment du collectif auquel il appartient. Et au contraire, je dirais, l'étude doit participer à la sensibilisation des acteurs par rapport à la situation de handicap de leurs collègues. Voilà. Est-ce que je voudrais juste apporter une précision par rapport à l'intitulé de l'intervention économique qui est financée par la GFIP. Alors, le FIP a une convention de partenariat avec la GFIP. Et donc, du coup, la GFIP assure toute la démarche administrative de prise en charge et de financement des études ergonomiques ou de toute autre prestation pour laquelle nous avons des interventions au service des personnes et des employeurs. Mais il faut savoir que le FIP apporte au travers de cette convention le financement et que donc du coup, l'interlocuteur privilégié du prestataire est la GFIP, mais dans ce financement, il y a la participation du FIP, mais qui reste transparente pour le prestataire puisqu'il n'a d'échange qu'avec la GFIP. Donc, ce qui veut dire qu'un employeur public peut bénéficier d'une étude ergonomique qui ne sera pas facturée puisqu'elle intervient dans le cadre de notre prise en charge et de notre participation financière. Oui. Merci, Madame Monbrun, de préciser que pour nous, prestataires, l'interlocuteur sur la partie administrative et financière, c'est bien la GFIP. Voilà. Alors, pour poursuivre sur cette étude ergonomique et avant d'aborder
le déroulement, hein, pour que vous puissiez avoir une compréhension, une visibilité sur comment tout cela se passe. Il est important, et ça nous a été rappelé à juste titre, hein, lors du lancement du nouveau marché, de prendre la mesure que pour qu'il y ait une étude ergonomique, il faut que le bénéficiaire présente un risque d'inaptitude à son poste et ou des restrictions d'aptitude importantes constatées par le médecin de santé au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'AGFIP et donc par le biais aussi du FIPH, il existe d'autres prestations. Et l'étude ergonomique est une prestation particulière dans le sens où, pour pouvoir la mobiliser, il faut répondre à certains critères. Et ces critères sont liés justement à la complexité de la situation qui est rencontrée par l'employeur et ou le bénéficiaire pour permettre un maintien dans l'emploi satisfaisant ou une insertion dans l'emploi satisfaisante également. Donc, on s'est permis de rajouter sur cette slide et par rapport à cette exigence, hein, de critères ou de niveau de complexité qui justifie qu'on soit sur une étude ergonomique et non sur une autre prestation prise en charge par l'AGFIP et par le FIPH, que sur le plan pratique, et aussi pour faciliter la prise de décision du prescripteur, parce que ça aussi, ça a été rappelé. Le prescripteur est le garant de l'éligibilité de l'étude ergonomique. C'est que dans les informations transmises par le médecin du travail ou par le médecin de prévention, puisqu'ici on est dans le cadre d'établissements publics, c'est qu'au niveau de la fiche d'aptitude, il est important de préciser les restrictions qui s'appliquent aux bénéficiaires et ou de recommander de manière explicite l'étude ergonomique. Parce qu'on se retrouve dans des situations où les employeurs et les prescripteurs sont face à un bénéficiaire qui fait part de ses difficultés, qui est éligible parce qu'il a justement, il est RQTH, mais avec cette question, est-ce qu'il suffirait de lui fournir un équipement adapté pour que sa situation soit adaptée, ou est-ce que la situation présente un niveau de complexité qui fait que il serait plus recommandé de mobiliser l'étude ergonomique. Donc, de manière tout à fait opérationnelle, il nous semble qu'un acteur clé par rapport à ce processus de décision, c'est le médecin de prévention qui, de par la connaissance qu'il a de la situation de santé du bénéficiaire, de par aussi la connaissance qu'il a de la structure et de l'activité que doit réaliser le bénéficiaire, qu'il puisse, à travers la fiche de prescription, être très formel sur ces restrictions qui s'appliquent aux bénéficiaires, voire le fait de recommander de manière explicite l'étude ergonomique. Voilà. Parce que, effectivement, cette complexité, elle est à deux niveaux. Elle est sur la situation de handicap du bénéficiaire, donc en lien évidemment avec la nature du handicap, en lien aussi avec le nombre et la nature des restrictions médicales, en lien potentiellement avec l'évolutivité prévisible de sa maladie, l'existence de troubles associés, parce qu'il nous faut aussi tenir compte de traitements qui peuvent être pénalisants, au-delà même de la pathologie qui génère la situation de handicap. Donc ça, c'est, on va dire, côté volet santé, mais vis-à-vis de la dimension travail, cette complexité au niveau du bénéficiaire peut venir, par exemple, du nombre de postes occupés par le bénéficiaire de l'étude. Il nous est arrivé d'aménager un poste pour un bénéficiaire en situation de handicap qui avait à la fois un poste d'accueil et à la fois un poste de secrétariat dans un établissement public. Le contenu de la tâche aussi peut constituer un élément qui permet d'apprécier
la complexité, soit parce que ce sont des tâches répétitives et dans le cadre de son activité, ça peut conduire à une situation pénalisante pour le bénéficiaire en lien avec son état de santé, soit parce que justement, il y a une très grande variété des tâches. Mais ce point-là a été bien souligné par la GFIP, notamment lors de la réunion de lancement, c'est que l'étude ergonomique doit être argumentée par rapport à la complexité de la situation. Et cette complexité s'apprécie au niveau du bénéficiaire, mais s'apprécie aussi au niveau de la recherche de solutions par rapport à l'établissement dans lequel aura lieu cette étude. Voilà. Donc, à l'invitation présentée par Monsieur Guénaud, il nous a semblé important, au-delà de la définition même de l'étude ergonomique, de pointer ce sujet, de mettre l'accent sur ce point de vigilance. Parce que, justement, le prescripteur est le garant de l'éligibilité de l'étude ergonomique. Alors, qui sont-ils les prescripteurs? Madame Ombrun les a cités, donc on va les reprendre rapidement, mais dans votre cas, c'est le Cap Emploi, c'est le service de prévention et de santé au travail, c'est le centre de gestion conventionné avec le FIPH, c'est l'employeur public qui est conventionné avec le FIPH, et Madame Ombrun a rappelé en introduction que, en qualité de directrice territoriale au handicap du FIPH, elle peut aussi avoir cette fonction de prescripteur. Est-ce que sur ce point, il y a des questions ou des remarques? Alors, j'ai vu une question, c'est un point de détail, mais faut-il que la personne ait sa RQTH qui soit valide pour pouvoir bénéficier de ce type de prestation? Est-ce qu'une demande qui est en cours de traitement ou en cours de renouvellement, est-ce que ça peut suffire? Alors, en tout cas, nous, au niveau de la GFIP, on a cette information que oui, mais il faudrait, c'est au cas par cas par rapport à l'avancement du traitement de la demande. Mais effectivement, c'est, comme on l'a dit sur la slide précédente, c'est bénéficiaire de l'obligation ou en voie de l'être. Donc, une demande en cours ou un renouvellement, de notre point de vue, serait éligible. Mais c'est vrai que nous, on a une posture assez précautionneuse, c'est qu'on vérifie toujours avec la GFIP si effectivement ça rentre dans le cadre, enfin en tout cas, le bénéficiaire, l'éligibilité du bénéficiaire et de la situation. Voilà. Donc, a priori, oui, mais vous vérifierez pour sécuriser Oui, tout ça. Merci. oui, c'est ça. C'est vraiment le terme. On sécurise. Merci, Monsieur Guénaud. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au déroulement. Si... Monsieur Guénaud, Madame Montbrun, oui. C'est parfait. Oui, oui, parfait. Alors, le déroulement, on a choisi en fait de vous le présenter sous forme de tableau avec les principales étapes. Donc, nous, au niveau de, on va dire, de l'étude proprement dite, parce que il faut que vous compreniez que vis-à-vis du process global, l'analyse du besoin est faite par le prescripteur. Et là, je vois que Madame Maubrun a rappelé le détail des prescripteurs et nous-mêmes. Donc, le point de départ, c'est la prescription. Donc, le prescripteur a un rôle fondamental et on a vu avec ce point de vigilance pour l'aider justement dans la prise de décision. Donc, il doit faire l'analyse du besoin, vérifier si les conditions requises pour la mobilisation sont effectives. Il doit réaliser une évaluation de la situation globale et établir la fiche de prescription avec nous en qualité de prestataire. Alors ça, c'est une nouveauté du nouveau marché. C'est-à-dire qu'on intervient pour préciser dans la fiche de prescription vis-à-vis du niveau de complexité dont on a parlé précédemment, en lien avec la situation du bénéficiaire, mais aussi en lien avec la recherche de solutions, le nombre, notamment le nombre de demi-journées requis pour réaliser cette étude. Donc, il faut savoir que notre temps de travail est évalué en demi-journée et nous disposons d'un nombre de demi-journées globales
selon que l'employeur soit public ou privé. Et nous devons, pour chacune des études ergonomiques, indiquer dans la prescription le nombre de demi-journées que nous pensons mobilisables pour réaliser cette mission. Donc, l'analyse du besoin est faite. On est dans cette deuxième phase qui est l'étude ergonomique proprement dite. Alors, il faut savoir que sa durée maximale est évaluée à 6 mois. Et si pour des raisons particulières, on excède cette durée, on doit justifier auprès de la GFIP ce dépassement. Mais 6 mois, c'est une durée qui est évaluée comme raisonnable pour apporter satisfaction à un bénéficiaire et à son employeur, c'est-à-dire permettre que l'activité se déroule dans des meilleures conditions. Donc, on est pour nous sur la slide à l'étape 1 de la prescription. Donc, on reçoit cette prescription des différents prescripteurs énoncés précédemment. Et à réception de cette prescription, on doit prendre contact avec l'employeur. Et c'est dans l'échange avec l'employeur qu'on va obtenir des informations pour évaluer cette complexité et notre nombre de demi-journées. Donc, on a un délai de 5 jours pour la prise de contact avec l'employeur. Et une fois qu'on a renseigné, complété cette fiche de prescription, on a aussi un délai de 5 jours pour renvoyer au prescripteur et à la GFIP notre fiche de prescription renseignée. Mais cette étape 1, et comme vous allez pouvoir le percevoir dans notre présentation, cette étape 1 ne se résume pas à cet échange de prescription. On organise ce qu'on appelle une réunion de démarrage. Puisqu'on considère que l'étude ergonomique, c'est un véritable projet. Alors, c'est un petit projet, hein, c'est à taille humaine, c'est autour de la problématique de santé d'une personne, mais c'est la même dynamique qu'un projet de plus grande envergure. Donc, parce qu'on va voir, ça requiert de la pluridisciplinarité avec les différents acteurs concernés. Donc, on organise une réunion de démarrage avec le responsable hiérarchique, l'agent, le chargé de maintien, le chargé d'insertion et Indigo Ergonomie. Une fois que cette réunion de démarrage est faite, donc on a un support, on explique, c'est aussi l'occasion de sensibiliser, on explique aux responsables hiérarchiques, aux bénéficiaires comment ça va se dérouler. Et une fois que cette réunion de démarrage a eu lieu, on peut passer à l'étape 2, qui est pour nous la phase de diagnostic. Parce que d'un côté, on a une situation de travail, de l'autre côté, on a une situation d'un bénéficiaire qui présente des restrictions. Et le sujet, c'est de créer une adéquation qui permette à ce bénéficiaire de réaliser son activité dans les meilleures conditions possibles. Donc, le diagnostic se structure autour de 4 étapes. Le recueil de données. Donc, on fait des entretiens avec le bénéficiaire. Donc, on aborde les deux objets, sa situation de santé, dans le respect, bien sûr, de la confidentialité des éléments qui nous sont livrés, et sa situation professionnelle. On fait aussi un entretien avec le responsable hiérarchique pour connaître en fait l'activité qui est attendue de ce bénéficiaire. Et on fait un entretien avec le médecin du travail, puisqu'en fait, à ce stade, on n'a eu que la fiche d'aptitude. Donc, dans le cadre de l'entretien avec le médecin du travail, on reprend les éléments de la fiche d'aptitude, mais comme on ne peut pas tout écrire dans une fiche d'aptitude, on obtient aussi des éléments complémentaires, notamment dans les situations de traitement pénalisant ou encore d'évolution de la pathologie au cours du temps. Voilà. Donc, on précise tout ça entre le vécu aussi du bénéficiaire et l'analyse objective du médecin de son état de santé. Ensuite, comme on est ergonome, on a besoin de réaliser des observations. Donc, dans le cas d'un maintien, le bénéficiaire est en poste. Et dans le cadre de ces observations, on va chercher ce que nous, on appelle des situations à risque. C'est des situations où, par rapport aux restrictions du bénéficiaire, il va être en difficulté. Et la recherche de solutions va justement être de pallier ces situations à risque en proposant justement
un aménagement, du matériel, une organisation adaptée. Donc, les observations complètent l'entretien avec le bénéficiaire parce que ça permet d'objectiver les situations à risque pour ce bénéficiaire. Donc, après, on traite nos données et on fait une réunion de présentation du diagnostic avec le groupe projet qu'on a défini lors de la réunion de démarrage. Donc là, on propose on fait une analyse de l'existant, on pointe les situations à risque et on propose des solutions par rapport à ces situations à risque. Donc, ces propositions sont validées et on va pouvoir passer à la troisième étape qui est la recherche de solutions, puisqu'on avait des axes de solutions. Et là, on va rechercher des solutions concrètes. Faire appel à des fournisseurs, recourir aussi à la plateforme de test parce qu'on a identifié un matériel qui est disponible sur cette plateforme. Donc voilà, on recherche des solutions. Donc le bénéficiaire peut nous accompagner à cette occasion. Il y a aussi des fois des possibilités de prêt de matériel pour tester, etc. On recherche aussi des solutions parce que l'étude ergonomique va jusqu'aux solutions chiffrées. Donc, dans la recherche de solutions, on recherche des fournisseurs pour avoir différents devis. Et une fois que tout ce travail interne est finalisé, on a une dernière réunion de validation des solutions avant d'établir le rapport et la synthèse. Voilà. Donc, voilà les 4 principales étapes d'une étude ergonomique, de la prescription à la synthèse. Et en moyenne, on est entre 6 à 10 demi-journées pour réaliser une étude ergonomique. Je vous disais en introduction que Indigo est aussi prestataire sur le lot Bordeaux, plus de 50. Alors bon, c'est un lot qui est beaucoup plus conséquent, hein, on a 200 demi-journées sur ce lot, mais c'est lié à l'environnement en termes d'entreprise et d'établissements publics. On n'est pas du tout sur la même échelle. Et actuellement, avec la complexité des situations, qui intègrent notamment le télétravail, on est sur des prescriptions qui tournent plus aux alentours de 12 demi-journées par étude. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais une fois que vous avez terminé Indigo, vous avez fait le rapport et vous avez fait la synthèse, c'est quoi la suite de l'étude ergonomique? Est-ce que, de fait, l'aménagement est réalisé? Alors là, c'est le prescripteur qui reprend la main, donc parce que du coup, l'employeur, lui, va se charger de faire l'acquisition du matériel et mettre en place l'aménagement qui a été retenu par l'étude. Et souvent, le prescripteur, il accompagne l'employeur pour monter les dossiers pour la prise en charge par l'AGEFIP et dans votre cas de figure par le FIP-PH. Voilà. Nous, il faut savoir qu'après remise du rapport, on accompagne, on a encore un délai de 2 mois où on reste disponible justement pour répondre aux sollicitations de l'employeur ou du prescripteur par rapport à la mise en œuvre effective de cet aménagement ou de cette acquisition de matériel. Donc, 3 phases principales, l'analyse du besoin où le rôle, l'acteur principal, c'est le prescripteur, l'étude ergonomique où c'est la phase où nous intervenons en propre, et puis la dernière phase qui est la mise en œuvre des solutions où là revient le prescripteur et l'employeur pour acquérir le matériel, mettre en place l'aménagement et obtenir par le prescripteur vis-à-vis de l'employeur un soutien pour monter le dossier pour les financements. Voilà. Alors, juste avant de vous donner la parole sur ce déroulement, souvent, quand on parle d'études ergonomiques, on se représente le poste de travail. On se dit, voilà, la personne est en situation de handicap, il lui faut un fauteuil adapté, un repose-pied,
éventuellement une souris ergonomique si on est sur du travail administratif, un écran réglable, voilà. Mais il faut savoir que l'étude ergonomique, elle a pour objet d'analyse les situations que rencontre le bénéficiaire de l'arrivée au départ du site. C'est-à-dire que voilà, une personne qui présente une mobilité réduite, ben on va voilà, dans l'entretien, que ce soit avec l'employeur ou avec le bénéficiaire, on s'intéresse à ben, quand elle arrive, où est-ce qu'elle gare sa voiture, est-ce que c'est à proximité de l'accès du bâtiment, une fois qu'elle est là, comment elle accède à son bureau, est-ce qu'il y a un escalier, est-ce qu'il y a un ascenseur, etc. Jusqu'à ce qu'elle finisse sa journée et qu'elle reparte dans l'autre sens. Donc, c'est de l'arrivée au départ du site. Donc, vous voyez, c'est du poste de travail, mais à la situation de travail plus générale aussi du bénéficiaire, parce que est-ce qu'elle doit se déplacer pour aller faire des copies? Est-ce qu'elle doit se déplacer pour amener un parapheur à un responsable? Est-ce qu'elle doit se déplacer pour aller à une salle de réunion? Tout ça, c'est pris en compte dans l'étude ergonomique. Ce n'est pas juste le moment où le bénéficiaire est assis à son poste de travail et on va regarder l'adaptation du matériel une fois qu'il est installé à son poste de travail. Donc, ça veut dire qu'on prend en compte aussi les espaces de travail proprement dit, le bureau, le local où elle réalise son activité, mais aussi les espaces de travail partagés, la salle de réunion, mais aussi les espaces sociaux, les toilettes, la restauration. Et vous voyez, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut lire sur des fiches d'aptitude, un poste, un siège, un écran adapté, etc. Si la complexité de l'étude a été démontrée, cette étude sera globale et comme vous pouvez le voir à travers la sollicitation des acteurs, elle se mène comme un véritable projet. Voilà, avant de passer à quelques illustrations, voilà les éléments que nous, on souhaitait partager avec vous sur le déroulement d'une étude. Alors, on a une question de Khalid Elmadiani. Peut-être pouvez-vous la poser oralement, ce sera plus sympa. Bonjour, vous m'entendez? Parfaitement. Oui, je suis moi-même, bonjour à tout le monde, je suis moi-même ergonome et je me posais la question sur l'étude ergonomique. Là, si je comprends bien, j'ai plutôt l'impression que pour les établissements qui n'ont pas la chance d'avoir un ergonome, j'ai plutôt l'impression que vous intervenez dans ce type d'établissement. Mais je me posais la question, est-ce que on peut faire la demande d'une étude d'ergo même si on a un ergonome dans l'établissement? Alors, moi, je vais répondre avec une expérience, enfin, des situations que nous rencontrons où, en fait, on a des chargés de prévention, des agents de prévention au sein des établissements publics. Et pour autant, on a des études ergonomiques qui sont mobilisées. Il me semble que ce qui explique le recours aux prestataires, c'est la complexité de la situation, mais c'est par rapport à des des chargés de prévention, des agents de prévention, et pas directement lié à un collègue ergonome qui, de mon point de vue, serait en capacité de faire l'étude ergonomique. Voilà. L'expérience que nous avons, on n'a pas encore eu le cas de figure où c'est un ergonome qui, bien qu'il y ait un ergonome dans l'établissement, il y a une mobilisation d'une étude ergonomique. On a plutôt cette expérience avec les chargés de prévention, les agents de prévention. Après, ça peut être aussi en lien avec la disponibilité de l'ergonome par rapport à la réalisation de l'étude proprement dite. Moi, Oui. ce que j'entendais, enfin, ce que j'imaginais, c'est éventuellement effectivement la disponibilité, la complexité d'une situation. Et la complexité, quand j'entends d'une situation, c'est par rapport au handicap. Alors, est-ce que euh, on fait une demande d'étude ergonomique pour un agent, admettons, qui a des problématiques plutôt visuelles ou auditives, où leur ergonome n'est pas forcément compétent et totalement légitime dans ce type d'aménagement, ou est-ce que on doit passer par une prestation d'appui spécifique?
une passe? Non, je ne sais pas, peut-être que voir avec Madame Monbrun, mais alors, quand vous dites que l'ergonome n'est pas spécialement compétent sur le handicap visuel ou le handicap auditif, vous allez voir que dans les illustrations que je vais vous proposer par la suite, nous, on intervient sur ces situations de handicap visuel et auditif. Alors, peut-être aussi pour compléter, enfin, pour expliquer pourquoi Indigo est en capacité de le faire. Vous avez vu, ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. Depuis l'existence du cabinet, on a intégré les prestations en lien avec le handicap. Et en interne, on a mis aussi un parcours de montée en compétences des intervenants sur le sujet du handicap. Donc, nos intervenants ont des formations complémentaires sur la compréhension de ces situations de handicap. Alors, on passe par le CNAM pour justement compléter leurs compétences professionnelles. Mais oui, si l'ergonome qui est en place n'a pas traité ces situations de handicap particulières et qui souhaite que ce soit un collègue qui l'a déjà fait de le faire, ou alors si ça peut être pris en charge par une prestation d'appui spécifique, ça l'est. Mais en tout cas, je voulais juste témoigner, et notamment dans les illustrations, que Indigo intervient sur le handicap visuel et le handicap auditif. Voilà. Alors, juste par rapport à l'étude ergonomique, elle prend sa source. Elle intervient justement quand tous les acteurs au niveau du parcours n'ont pas pu identifier les solutions d'aménagement, premièrement. Deuxièmement, elle va intervenir sur une prescription, mais la prescription ne va pas être faite par... Enfin, il y aura l'intervention du médecin du travail qui va préconiser le recours à l'étude ergonomique et donc, du coup, qui va préconiser un aménagement et donc, ça va être le Cap emploi, par exemple, qui va venir au niveau de l'environnement de travail de la personne. Et ensuite, quand les solutions n'ont pas pu être trouvées, il y aura cette prescription de l'étude ergonomique. Il faut savoir que les prestations d'appui spécifiques, elles interviennent sur chaque typologie de handicap et c'est quand vraiment il y a besoin d'une expertise par rapport à la typologie du handicap, voir un peu bien quels sont les besoins inhérents autour de cette situation de handicap et qu'à ce moment-là, on va recourir au niveau de la prestation d'appui spécifique. En clair, on a un ergonome au niveau d'un établissement, et bien soit il a effectivement les compétences et il a les ressources suffisantes pour pouvoir répondre à cette préconisation qui aura été faite par le médecin du travail, et auquel cas, eh bien, l'aménagement va se mettre en place, l'employeur public va déduction faite des aides de droit commun, eh bien, bénéficier de la prise en charge au niveau du FIP-HFP, ou, eh bien, malgré tout, bien, l'ergonome aura fait cette analyse, mais qui a besoin d'une expertise plus fine. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement recourir à l'étude ergonomique. Mais les deux peuvent être complémentaires, mais en règle générale, bon, l'ergonome au sein de l'établissement a les ressources suffisantes, mais il pourrait arriver qu'il y ait besoin d'un accompagnement plus poussé, soit au travers d'une complémentarité d'une étude ergonomique, ou soit au travers d'une prestation d'appui spécifique par rapport à la typologie du handicap. Merci, mesdames, pour ces éléments de réponse. Alors, on a également la plateforme. Donc, est-ce que vous auriez possibilité de faire les choix dans les exemples et puis qu'on puisse passer au deuxième thème? Je pense laisse encore 5 minutes, si c'est possible. Madame Sablon, désolé de vous mettre la pression comme ça, mais j'ai un rôle très, très désagréable qui est celui de mettre du temps et de temps en temps, Oui, voilà. ça fait Non, partie pas du du jeu. tout. En fait, dans les illustrations qu'on a choisies, on a voulu, à travers ces illustrations, justement, vous montrer le périmètre d'analyse et de recherche de solutions qu'intègre
intègre une étude ergonomique. Donc, vous avez des choses assez basiques. Après, nous, on peut diffuser le support, hein, Monsieur Guénaud et Madame Montbrun, on peut vous l'envoyer si vous Je voulez. veux bien, parce Aux qu'on en verra participants. tout à l'heure. On en verra tout à l'heure une évaluation. En général, effectivement, on met les éléments. Donc, si vous pouvez m'envoyer Voilà. à l'issue du Donc, webinaire la présentation, je la mettrai en PDF. Donc, à chaque fois, on vous met pour chaque illustration la pathologie, la douleur ou la gêne exprimée, la situation de travail, le besoin et la solution avec des illustrations. Donc, vous avez, on a souhaité dans la présentation partir du basique, des choses qui semblent évidentes. On dit, ah ben oui, forcément, il propose des bureaux, des plans de travail, il propose des sièges, oui. Il propose aussi, on rentre dans des choses un peu plus précises, hein, des repose-bras. Voilà, donc vous voyez, c'est une atteinte motrice du membre supérieur gauche. Et la situation, c'était l'utilisation de la souris. Donc, allez sur des choses que vous connaissez moins, pour certains. Un bénéficiaire qui avait des difficultés de préhension, donc avec un clavier souris monobloc tactile. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, on a la possibilité d'aller plus loin dans la compensation du handicap et la prise en compte des situations à risque. Là, vous avez un autre type de clavier et puis là, une souris. Pareil, là, on était sur du TMS. Et puis, par rapport à votre remarque, chers collègues, le handicap auditif. Donc, on a pris, tout à l'heure, on vous disait, il y a les situations de travail. Et puis, dans les situations de travail, il y a le fait de participer à une réunion. Là, c'est un bénéficiaire qui avait un handicap auditif. Et dans sa situation, il devait participer aux réunions d'équipe. Donc, pour lui faciliter la compréhension, un dispositif, un microphone de table adapté aux prothèses auditives. Donc, il avait directement le retour dans ses prothèses. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. On l'a eu, l'amputation d'un bras. Donc là, un logiciel qui est très performant, qui est un logiciel de reconnaissance vocale. Et puis voilà, donc ça, c'était des exemples d'équipements. Puis là, on vous montre une situation concrète d'aménagement d'un poste de travail par rapport à une bénéficiaire qui a une maladie invalidante et qui entraîne des difficultés de motricité, de déplacement. Une réalité, hein, une mairie avec un espace assez exigu où il a fallu aménager le poste de la bénéficiaire. Donc, c'est celui qui est en bas à droite avec sa collègue. Donc, on va jusqu'à faire des plans en 3 dimensions pour justement travailler avec le groupe projet, la recherche de solutions. On vous disait, il y a les espaces de travail, il y a les espaces de travail individuels, partagés, il y a les salles de réunion, mais il y a aussi les espaces sociaux. Et là, voilà, une autre bénéficiaire qui, de par sa pathologie, avait des difficultés à utiliser les sanitaires. Et là, l'installation d'un siège élévateur électrique parce que le travail, c'est aussi avoir besoin d'aller aux toilettes et l'étude ergonomique prend en compte toutes ces réalités. Et pour conclure, notre expérience et notre expertise sur ces années nous ont montré qu'il y a des facteurs de réussite pour une étude ergonomique. C'est l'engagement de tous les acteurs. Et c'est vrai que l'étude y participe, mais la sensibilisation des acteurs de l'entreprise à l'inclusion est nécessaire. Donc, l'engagement de l'employeur, l'engagement du manager de proximité, l'engagement du bénéficiaire, l'engagement de ses collègues. C'est la disponibilité. Alors, c'est une disponibilité qui est aussi dépendante de l'état de santé du bénéficiaire, hein, parce qu'on a dit que la durée maximale est de 6 mois, sous couvert qu'il n'y ait pas un arrêt maladie. Et ça arrive fréquemment par rapport aux bénéficiaires. C'est la disponibilité des acteurs pour organiser la réunion de démarrage, pour rencontrer le médecin de prévention, pour organiser la réunion sur la validation du diagnostic et de la recherche de solutions. Et puis, c'est de la pluridisciplinarité, parce que oui, il faut l'ergonome, mais il faut le médecin, mais il faut le responsable des services et moyens généraux, mais il faut l'informaticien, mais il faut, voilà. Et s'il n'y a pas ces 3 piliers,
c'est une étude qui peut être difficile à réaliser et surtout ce qu'on ne veut pas, difficilement vécu par le bénéficiaire. C'est-à-dire que ces piliers sont nécessaires aussi pour éviter de stigmatiser le bénéficiaire. Voilà, j'ai terminé, Monsieur Guénaud. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors j'ai quand même une question à vous poser. Dans vos illustrations, il y avait quand même beaucoup de solutions matérielles ou logicielles, mais on sait qu'il y a trois types d'aménagements de poste. On peut avoir des aménagements matériels, des aménagements organisationnels, voire humains, de l'accompagnement pour des personnes en situation de handicap psychique, par exemple. Et donc, vous proposez bien des solutions sur les trois types d'aménagements. On est bien d'accord? Oui, alors on propose des solutions sur tous les types de handicap. Pour autant, il y a une réalité. Dans les études ergonomiques, on a plus souvent tout ce qui a trait aux difficultés, au handicap fonctionnel, en fait. Voilà, tout ce qui est moteur. Mais effectivement, alors dans notre expérience, on a travaillé avec un bénéficiaire qui était schizophrène. On va travailler avec un bénéficiaire qui est épileptique. Voilà, mais enfin, que ce soit c'est quand même assez ponctuel. Pour autant, on est en capacité de réaliser aussi ce type d'études. Voilà. Moi, ça me paraît important de le rappeler parce que prenons par exemple quelqu'un qui pourrait avoir été victime d'un AVC ou d'un traumatisme crânien. Bien souvent, on a des séquelles physiques, certes, mais également des séquelles cognitives et ça fait partie de la complexité. Justement, là, on a des situations pour lesquelles l'aménagement peut être assez complexe parce on doit prendre tous les besoins en fait, de la personne dans l'étude et dans la construction de solutions. Et pour le coup, ça me semblait important de rappeler en conclusion que vous n'êtes pas uniquement sur des solutions matérielles, mais bien sur tout type d'aménagement. Oui, alors on en avait parlé, Monsieur Guénaud, vous vous rappelez, dans le cadre Oui, de la préparation oui, de cette intervention. On a aussi, et il faut vraiment en tout cas l'intégrer, on a aussi des personnes qui ont des troubles cognitifs du fait de traitement. Et du exactement. Oui, coup, oui, oui. voilà, et donc effectivement, on pense aux séquelles cognitives, mais sans être de l'ordre des séquelles, on a aussi des effets secondaires des traitements qui génèrent des troubles cognitifs. Et je pense notamment aux anti-inflammatoires qui sont des fois très puissants par rapport à la douleur, parce que ça aussi, c'est un élément qui doit être moteur dans la réalisation de nos études, c'est qu'on a des bénéficiaires qui sont douloureux. Et pour faire face, surmonter, gérer cette douleur, ils ont des fois des traitements lourds en matière d'anti-inflammatoires, de morphine, de dérivés morphine, etc. Et ça crée des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention, des troubles. Et quand on fait l'aménagement, même si on est rentré par rapport à un handicap qui est moteur, l'entretien avec le bénéficiaire sur sa situation de santé, mais aussi l'entretien avec le médecin du travail ou le médecin de prévention permet de prendre en compte le handicap proprement dit, mais la gestion du handicap et ses effets. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sablon. Vous êtes passionnée et passionnante. Sans transition, je vous propose de passer donc à à la présentation de la plateforme de prêt de matériel de la Martinique avec l'intervention de Monsieur Morez, peut-être Madame Moricras, peut-être est-elle avec lui. Alors, par contre, je vais vous demander, Madame Sablon, de bien vouloir arrêter le partage de Oui, votre oui, écran. Et puis comme ça va permettre à Monsieur Morez de partager son écran et puis de démarrer son intervention. Alors, juste deux petits éléments de contexte par rapport au principe de plateforme. Donc, il faut savoir qu'au niveau des Antilles-Guyane, nous avons une couverture complète au niveau des plateformes d'essai de prêt de matériel. Donc, à l'origine, on est parti sur une expérimentation qu'on avait faite en Guadeloupe de mettre en place ce principe de plateforme, donc cofinancé FIP-AGFIP
Pourquoi? Parce que, bien, de fait de notre éloignement géographique, et bien, des délais de livraison importants pour le matériel et aussi risque de commander un matériel qui ne serait pas forcément celui qui répondrait le mieux aux besoins de la personne. Et le principe de la plateforme permet justement d'avoir accès à un essai du matériel, un ergothérapeute qui va venir bien accompagner la personne, permet de tester le matériel et avoir ce contrat de prêt gratuit, et que dans l'intervalle du prêt, que l'employeur procède à l'acquisition du matériel final de façon à éviter la rupture. Et donc, du coup, ce dispositif existait aussi dans d'autres régions, mais pas sur le modèle économique, à savoir un cofinancement GFIP-FIP. Aujourd'hui, nous n'avons pas de plateforme sur tous les départements, mais l'objectif est de d'avoir une couverture complète de toutes les régions au niveau de ce principe de plateforme d'essai de prêt. D'une part, parce que le FIP et la GFIP sont convaincus de sa pertinence et de son utilité en proximité. Et c'est aussi une volonté exprimée par bien le gouvernement, en particulier le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, à qui nous avons eu l'opportunité de présenter le principe de plateforme. Donc, la finalité, c'est une couverture complète. Mais aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous satisfaire au niveau des Antilles-Guyane d'avoir cette couverture avec 3 prestataires. Merci beaucoup, Monsieur Morest et Madame Moricras. Je vous en prie, Epatec, Martinique, je vous en prie, présentez-nous la plateforme. Alors, peut-être n'avez-vous pas réussi à partager votre support, parce que pour l'instant, je ne le vois pas. Alors, attendez. Allez-y. Là, c'est bon? C'est bien. Si vous pouvez réduire la colonne de gauche, comme ça laissera plus de place. Je vais ouvrir un diapo. Ah, ben c'est parfait. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous en prie, merci à vous pour cette présentation. On va essayer sur une petite vingtaine de minutes, si possible. Pas de problème. Alors, on va présenter la plateforme Epatec. Epatec, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un dispositif essai et prêt d'aide technique. Donc, on va faire une petite genèse. Donc, bien évidemment, le GIHP Atama, qui est l'association, a élargi son offre et a permis de mettre en place la plateforme d'essai et de prêt d'aide technique avec l'AGFIF et le FIF et d'autres financeurs en destination. Ah, excusez-moi, il y a votre micro qui est désactivé. Le micro voilà, est parfait. fermé. Il faudrait le rouvrir. Allez-y. Il faudrait réactiver votre micro. Voilà, c'est mieux, merci. Et puis pour le coup, il y a votre partage qui est parti. Oui, alors. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Là, ça se voit? Mais pas en diaporama, en fait. D'accord. Moi, oui. Là, ça y c'est est, bon. c'est bon. Allez, c'est reparti. Donc, je disais que je vais vous présenter la plateforme Epatec. C'est une plateforme d'essai de prêt d'aide technique. On peut voir sur les côtés les financeurs. Donc, il y a la GFIF, le FIF, l'ARS, la CTM, qui est la collectivité territoriale de Martinique, et la CGSS. Donc, pour la présentation, il faut savoir que la plateforme d'essai de prêt d'aide technique est à destination des agents de la fonction publique, mais pas que, des salariés également et des personnes en formation. Donc, on couvre toutes les personnes qui sont au travail et qui vont rentrer en formation également, ou qui ne peuvent pas travailler sans avoir une aide technique. Donc, on propose un service qui est complémentaire au service de la GFIF et du FIF. Parce que, comme Mme Monbrun disait, souvent, il peut y arriver que des aides techniques soient proposées et en fait, on se rend compte que la personne n'est pas à l'aise
ou surtout maintenant avec le Covid, on voit que les délais de livraison sont de plus en plus importants. Donc, ils font de plus en plus appel à la plateforme. Donc, le prêt d'aide technique est d'une durée de 3 mois maximum. Nos objectifs sont faciliter la formation des personnes handicapées par des prêts temporaires d'aide technique, faciliter l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap en apportant une réponse aux besoins identifiés, la mise à disposition temporaire de matériel de compensation technique pour des formations ou des essais en situation d'emploi. Parce que c'est vrai qu'on remarque qu'en formation, ils ne sont pas à l'aise et le centre de formation ne peut pas, souvent ils ne font pas le nécessaire pour fournir le matériel parce que c'est une durée très courte, la formation, donc le prêt de matériel est nécessaire à ce moment-là. Et une optimisation de l'utilisation des moyens de compensation technique et temporaire. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, pas de questions dans le chat. Non, non. D'accord. Donc, on va passer sur comment se déroule la mobilisation de la plateforme. Donc, on prend contact avec un prescripteur. On verra par la suite les prescripteurs. Ensuite, le prescripteur réalise un pré-diagnostic avec l'aide d'une fiche de mobilisation et je vais vous la montrer. La fiche de mobilisation se présente comme ceci. Donc, le prescripteur remplit. Le prescripteur, ça peut être Cap Emploi, Pôle Emploi, la mission locale, l'AGFIF, le FIF, ressources handicap formation, médecine du travail, les assistantes sociales du CHU, les associations des personnes en situation de handicap, l'employeur public mais qui a une convention avec le FIF, la CGSS et le centre de gestion. Ensuite, ils remplissent la partie du bénéficiaire, le sexe, le nom, enfin l'adresse. S'ils ont une RQTH ou une carte d'invalidité ou une AH, le type de handicap, parce qu'on fait aussi handicap moteur et visuel. S'ils sont en formation ou en emploi, ou en CDD ou en recherche d'emploi. Et après, au niveau du bas, ils écrivent, au niveau d'ici, pourquoi ils mobilisent la plateforme. Donc, le conseil, si c'est un conseil, si ce sont des prêts, si c'est pour sécuriser l'emploi. Ça peut être souvent les deux. Hein. Des fois, ça peut être le prêt et conseil. On fait les deux avec l'aide de l'ergothérapeute qui intervient au niveau des bénéficiaires. Donc, les conditions d'intervention, à ce moment-là, si la personne ne peut pas se déplacer pour faire les essais, on vient sur le lieu de travail où ils viennent carrément en plateforme avant de faire le prêt. Et après, la signature de la personne qui nous l'a orienté. Donc, on était au niveau du prescripteur qui réalise un pré-diagnostic. Donc, après qu'il a rempli la fiche de mobilisation, il transmet à Epatec par le biais du mail. Et après, nous, on prend contact avec le bénéficiaire. Si on a besoin de plus d'informations, on contacte avant le prescripteur. Mais souvent, la fiche est bien remplie. Donc, avec ça, on peut commencer à travailler. Donc, on appelle le bénéficiaire, on prend rendez-vous avec lui. On regarde en fonction de ses disponibilités. À ce moment-là, il vient à la plateforme. Donc, on lui fait faire plusieurs essais de matériel et en fonction, avec l'ergothérapeute, il fait une petite genèse et il voit un peu
les aides complémentaires qu'il peut lui apporter. Et à ce moment-là, dès que le bénéficiaire a validé le matériel qui lui convient, on remplit un contrat pour lui livrer son matériel. Alors, le contrat se présente comme ceci. Donc, le contrat, c'est entre nous et l'organisme. Donc, le nom de l'organisme. Ensuite, on dit quel aménagement, sur quel lieu. Est-ce que c'est aussi sur le poste de travail ou il y a aussi un moment par rapport au Covid, il y avait le télétravail. Donc, on fournissait aussi du matériel en télétravail. Le type de matériel proposé, on met le modèle et bien évidemment, pour nous, au niveau de la gestion, on a un numéro de série qu'on rentre. La date de prêt, donc on met le début et la date de fin, normalement, c'est 3 mois. Donc, le matériel est prêté pour 3 mois au bénéficiaire. Et là, il y a la signature des 3 parties, l'employeur, l'emprunteur et nous. Ensuite, après tout ça, on installe avec le technicien le matériel sur le lieu du travail. On apprend à la mise en marche du matériel. Et au bout de 3 mois, on récupère le matériel. Jusque-là, ça va? C'est clair. Moi, cette étape de l'installation, parce que ça veut dire que si c'est un matériel encombrant, vous faites la livraison, vous livrez sur place le matériel, si je comprends bien déjà. Alors, même si c'est le matériel n'est pas encombrant, on livre le matériel, quel que soit. On apporte à la personne. D'accord. Et la mise en place, c'était, moi j'ai eu le cas d'une salariée, on avait acheté un fauteuil ergonomique et elle l'avait réglé de manière intuitive. Et le lendemain, là c'était un livreur qui était venu, et le lendemain le technicien est venu pour lui expliquer comment régler le siège. Et en fait, elle avait fait tout ce qu'il fallait pas faire sur le réglage du siège. Donc on avait beau avoir un matériel qui était performant. N'empêche que c'est comme tout outil, faut-il encore savoir l'utiliser. Et donc, l'intervention du technicien pour comprendre comment régler, comment le prendre en main, c'est aussi important que la qualité du matériel lui-même. Tout à fait. Donc, le technicien va vraiment lui montrer les positions, comment régler au niveau de la hauteur, de la profondeur. Aussi lui montrer, parce que des fois, on a des mauvais gestes. Par exemple, le siège est plus bas que la table. Enfin, vraiment lui montrer comment être plus à l'aise avec son fauteuil sur son poste de travail. Enfin, j'ai pris le cas du fauteuil, mais ça peut être aussi une loupe ou autre. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue. Oui, je vous en prie. Alors. Oui, bonjour. Bonjour. Attendez, excusez-moi, on a un micro, je m'en occupe. Voilà. Si, quand même, au niveau du timing, moi j'ai une petite question. Vous disiez qu'on a fait tout ça. Entre le moment où le prescripteur vous envoie une demande et le moment où le matériel arrive sur le poste de travail, quand il n'y a pas de complications, je ne sais pas, mais pour une situation simple, vous arrivez à intervenir sur quel délai? On arrive à intervenir rapidement. Alors, c'est en fonction vraiment du stock de matériel. C'est en fonction du stock, mais normalement, généralement, en une semaine, on a livré D'accord. C'est sauf si vraiment il y a un turnover important et à ce moment-là, on ne peut pas livrer en une semaine, bien évidemment. Mais souvent, généralement, on arrive à livrer en une semaine. Merci. Donc, pour les modalités. Là, je ne vous entends plus par contre.
J'ai l'impression que ça a bugué pour vous. Nadine, vous m'entendez? Oui, Donc, oui, moi je ouais. vous Donc entends, pour moi, mais ça fonctionne. Oui, on a nos intervenants qui ont bugué. oui, leur image est figée en fait. Ouais. Mais écoutez, en attendant, parce qu'ils nous avaient Donc, quand même présenté l'essentiel, mais en attendant qu'ils reviennent, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au témoignage et puis ils viendront compléter à la fin de leur intervention pour conclure le webinaire. Mais on a, Patrice Petit qui est référent handicap à la préfecture de Martinique et qui est un utilisateur régulier de cette plateforme de prêt de matériel. Et Monsieur Petit, nous souhaiterions que vous nous partagiez vos bonnes pratiques dans l'utilisation de cette plateforme de prêt de matériel. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. On vous entend très bien. Je vous en prie, allez-y, Monsieur Petit. Alors, nous faisons appel à la plateforme Hypatech depuis février 2022. on vous entend pas bien. On vous entend pas bien, Monsieur Petit, au niveau du son. Là, ça va? Oui, là, c'est Oui, là, mieux. c'est mieux, là. Entendez? Oui, oui, c'est Ah, mieux. d'accord. Donc, parlez un peu fort. Alors, je disais, nous faisons appel à la plateforme Hypatech depuis février 2022, qui prête gracieusement pour une période de 3 mois pour la compensation de situations de handicap. Le prêt prend fin à la livraison du matériel par nos fournisseurs. Ce prêt fait suite aux préconisations du médecin du travail et dans certains cas, après une étude ergonomique. Donc, en cas de panne ou de problème, l'emprunteur prévient Hypatech qui se charge d'organiser les modalités de réparation. L'emprunteur s'engage à respecter les conditions d'utilisation normale du matériel et à le rendre dans l'état de fonctionnement et de propreté reçu. Et Monsieur Petit, je vais vous couper, mais Oui. vous, Oui. quel intérêt vous y voyez? C'est-à-dire que soit vous êtes en mode classique et vous commandez votre matériel, soit vous passez par Hypatech. Et quel est l'intérêt pour vous? Est-ce que vous gagnez du temps? Ou est-ce que vous gagnez peut-être dans le choix du matériel? C'est ça. En fait, c'est ces pratiques-là, moi, qui m'intéressent. Alors, l'intérêt pour nous, c'est l'immédiateté. Comme elle disait… Monsieur Petit, je vais vous embêter. Est-ce que ça vous embête de fermer votre caméra et ça améliorera certainement la qualité du son? Okay. Tant pis, on n'aura pas le plaisir de vous voir, mais on vous entendra mieux. Je vous en prie. Vous m'entendez là? Oui, ça va mieux. Ouais. D'accord. OK. Donc, l'intérêt pour nous, c'est l'immédiateté. Généralement, ça met une semaine. Donc, ça nous laisse le temps de commander notre matériel et on bénéficie quasiment tout de suite de l'installation et de la mise à disposition du matériel pour les personnes en situation de handicap. Donc, on prend en compte tout de suite leurs besoins. Il parlait tout à l'heure d'un showroom. Est-ce que le fait qu'ils aient un choix de matériel, est-ce que c'est utilisé par le médecin du travail pour confirmer le choix, par exemple, avant l'emprunt? Allô? Oui. Excusez-moi, ça avait coupé. Alors, Madame Borucras, si vous voulez bien, j'ai passé on est passé au témoignage de Monsieur Petit en attendant qu'il nous explique l'intérêt de travailler avec vous. Et si vous voulez bien, quand il aura fini, on viendra pour la fin de votre intervention. D'accord? D'accord. OK, on fait comme ça. Allez-y, Monsieur Petit. Donc, suite aux préconisations du médecin du travail, nous faisons appel à la plateforme Hypatech. Il y a bien sûr un temps d'échange et Hypatech nous donne aussi des conseils concernant le matériel qui est préconisé, dans la mesure où il peut s'avérer, le matériel peut être inadapté.
pas inadapté, je n'irai pas jusque-là, mais On peut trouver un matériel plus on pertinent, peut c'est ça? trouver un matériel plus pertinent. OK. Donc, après, c'est mis à disposition des agents et nous, on a fait appel à Hypatec par rapport à l'immédiateté, par rapport à la rapidité d'exécution. Et en fait, vu que les délais d'acheminement avaient été sérieusement rallongés, ça nous permettait d'avoir le matériel tout de suite. D'accord. En moyenne, ouais. en moyenne, ça prend 6 à 8 semaines et des fois plus. Donc, ce temps-là, durant ce temps-là, on a déjà le matériel qui est mis à disposition des agents en situation de handicap. D'accord. Donc, sur 3 mois, si je comprends bien, il y a à peu près 1 mois qui va servir à confirmer qu'on est une période d'essai qui permet de bien confirmer qu'on a le matériel qui est adapté à la personne. Et ensuite, ça vous permet, à l'issue de ce mois, vous engagez la commande. Et les 2 mois qui restent vont permettre d'attendre le matériel. Et normalement, à l'issue des 3 mois, on a le matériel définitif de l'agent et on peut rendre le matériel à Epatec. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il peut arriver que pour une raison de délai de livraison, il y ait un retard. Donc, évidemment, pour éviter l'interruption de recours au service, donc à titre exceptionnel, on peut prolonger la durée du prêt. Et donc, du coup, ça passe par bien une demande qui est faite par l'employeur et validée par le FIPHFP. Donc, en fonction du délai supplémentaire, si c'est 1 mois, eh bien, on va accorder un allongement du prêt sur la période du mois, le temps que le matériel définitif parvienne à l'agent. Très bien. Monsieur Petit, vous voyez quelque chose à ajouter? Monsieur Petit. Tous les employeurs. Jusqu'à présent, nous, on est satisfait de Hypatec et surtout les agents. Donc, ça évite que des fois, certains agents se retrouvent en souffrance. D'accord. Donc, Ouais. grâce à Epatec, vous répondez avec réactivité à votre obligation d'aménagement des postes de travail, en fait. Je vous entends moins bien. Écoutez, merci Monsieur Petit pour votre C'est tout à témoignage. fait ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Petit, pour votre témoignage. Madame Auricras et Monsieur Morel, je vous propose de finaliser votre intervention et notamment si vous pouvez nous donner une idée du matériel que vous avez, notamment, s'il vous plaît. Alors, pour que ça soit plus parlant, je vais passer une vidéo et on verra un peu le matériel qu'on a. C'est vrai que ça s'est étoffé, hein, parce que depuis la réalisation de la vidéo. Alors là, il faut la partager, hein. Vous maîtrisez, c'est bon? Ah oui, alors attendez. Et alors, si vous mettez une vidéo, je ne sais pas s'il y a du son, alors si c'est que de la musique, c'est pas bien grave, mais s'il y a des commentaires, si vous voulez que ça passe au moment de partager, avant de valider, il y a un petit bouton à bouger en disant partager le son du système. D'accord. Donc, vous cliquez d'abord sur partage. Et là, vous voyez en haut à droite, c'est écrit inclure le son de l'ordinateur. Et puis, vous choisissez votre vidéo et c'est parti. Alors, attendez. Ben là, vous rentrez dans le technique, là. Hein. Partager des vidéos. Là, c'est bon? Eh bien, allez-y. Là, c'est bon. Mais on n'a pas le son, par contre. Alors, vous nous ferez peut-être le commentaire. Mais j'ai l'impression que ça s'arrête. Vous voyez, un petit problème de flux. En fait, c'est moi qui arrêtais pour voir si Ah. j'arrivais à mettre le son. Partager le son du système.
Là, on a. Bon, je Moi, vais j'ai après. Nadine, ouais. On Moi, va j'ai Nadine commenter. Monbrun en vidéo, donc je pense pas que je pense pas que ce soit la bonne. Mais sinon, vous pouvez peut-être nous expliquer. Allez-y, D'accord. on fait un test, allez-y. Puis c'est vous qui ferez le son. Donc là, c'est une personne qui est en situation de handicap visuel et on voit bien qu'elle est en pleine difficulté. Donc là, elle prend contact avec Cap Emploi pour aménager. Là, elle se rend à Epatec, dans le showroom. Donc là, elle est accueillie par une secrétaire qui l'oriente vers l'ergothérapeute. Donc là, elle expose ses difficultés. Et on voit le matériel. Oula. Donc là, elle essaie. Oh. Donc, ça va permettre d'essayer différents matériels, en fait. Voilà. Là, elle est en train d'essayer une loupe. D'accord. Là, c'est une loupe électronique. Donc, on voit que là, c'est différent. Et elle est plus à l'aise. Et tout à l'heure, vous disiez que vous pouvez des fois déceler un matériel qui est peut-être pas celui qui était imaginé par le médecin du travail, un matériel qui serait plus pertinent. J'imagine qu'à ce moment-là, vous remettez le médecin du travail dans la boucle pour qu'il valide tout ça. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. OK. Je reprends la vidéo. Voilà. Ça donne un aperçu, donc on n'a pas forcément la liste. Et puis, si j'ai bien compris, de toute façon, votre matériel, il est évolutif au fur et à mesure des besoins qui peuvent se présenter. J'imagine que. Ça. Hein, donc, en Au fait, le bon début, réflexe, c'est de prendre contact avec vous pour savoir si vous avez le matériel dont un employé aura besoin. Voilà, c'est mieux. Parce que D'accord. c'est vrai qu'au début, on avait, par exemple, on avait un T4000, on avait tout on n'avait pas de double. Et au fur et à mesure, la demande était croissante. Donc, on a peaufiné on a agrandi notre stock, mais aussi on a ajouté d'autres types de matériel. Par exemple, qu'est-ce qu'on a pris? Alors, le support document. Ouais, le manager 150, un siège pour accueillir quelqu'un de plus de 150 kg, contrairement au T4000 qui va jusqu'à 110. On a aussi le bodybuild aussi, c'est pour les personnes de forte corpulence. Des repose-jambes, repose-pieds. On a des repose-pieds duo, donc pour avoir deux positions différentes. Une position, enfin, que les deux pieds ne soient pas dans la même position. On a des repose-pieds élévateurs. On a des bureaux réglables à hauteur variable. Donc, ce sont des bureaux électriques où on peut travailler assis, avec une position assise ou une position debout, pour les gens qui ont des difficultés à rester trop longtemps assises. Nous avons des supports écran, support PC portable, une panoplie de sièges, des repose-bras. Donc, voilà. OK. Merci. Peut-être y a-t-il des questions? Donc, on nous demande quand même, donc,
On nous demande quand est-ce qu'une plateforme de ce type s'installera en Bourgogne-Franche-Comté. En fait, la question, elle s'adresse aussi de la même manière pour la région Grand Est, parce que ces plateformes-là existent pour l'instant en Antilles-Guyane et dans d'autres régions de France, mais pas pour les deux autres régions sur lesquelles nous intervenons. Et donc, la création de plateformes pour ces deux régions sont actuellement à l'étude et devraient donc se concrétiser d'ici, en tout cas courant 2024. Voilà. Oui, En oui, tout cas, oui, c'est ce qu'on tout nous a à donné comme fait. information. Hein. Tout à Voilà. fait. Et c'est surtout aussi le fait que la réflexion porte sur le modèle économique, puisqu'on s'est rendu compte que dans chacune, il y a des variantes en fonction des régions, soit des régions où il n'y a pas de financement du FIP ou un modèle économique différent. Donc, l'objectif, c'est de tendre vers un modèle économique qui soit plus près des besoins, mais aussi un modèle économique commun avec peut-être des financements autres que ceux du FIP et de la GFIP. Donc, sur l'année 2023, le dossier va être, va être en analyse et en relance par rapport à toute l'étude qui a déjà été faite, puisqu'il y a eu un diagnostic qui avait été fait au niveau national. Et donc, du coup, sur l'année 2023, il y aura justement toute cette action de façon à ce qu'en 2024, toutes les régions soient couvertes, en sachant que pour les régions où il y a déjà une plateforme, il n'y aura pas d'interruption pendant l'année 2023. Donc, on va continuer l'accompagnement par rapport à l'intervention des prestataires. Très bien. Donc, il y a une question Donc, sur les prestataires. Oui, pardon. Oui, il y a une question. Il y a des questions, en fait, j'ai vu qu'il y a une question sur est-ce que la personne en situation de handicap peut prendre contact directement avec la plateforme? Donc, Alors, on peut juste leur expliquer quelle démarche à faire, mais c'est vrai qu'il faut obligatoirement la fiche de mobilisation qui est remplie par les prescripteurs. Donc, souvent, ça nous est déjà arrivé d'avoir des salariés ou des agents qui appellent et qui veulent mobiliser la plateforme. À ce moment-là, on leur explique vers qui se tourner pour nous mobiliser. Très bien. On nous demandait pour la Guyane, donc effectivement, voilà. la Donc, c'est page la a été page. nommée. C'est la page qui est le prestataire de proximité. Je sais que dans les participants, je ne sais pas si elle est encore là, mais il y avait Mme Annie-Claude Xavier qui justement a en charge ce dispositif au niveau de la plateforme Guyane. Donc, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher des différents prestataires. Et puis, pour les autres régions, eh bien, de un peu patienter, puisque notre objectif, c'est vraiment cette couverture complète de toutes les régions par rapport à ce dispositif. Donc, Mme Xavier est présente, hein, donc c'est elle qui est votre interlocuteur privilégié, enfin, celle qui est la responsable au niveau de la page sur le dispositif. Exactement. Vous avez encore un instant pour reposer les dernières questions. On arrive au terme de l'horaire du webinaire. On l'a même dépassé de 5 minutes. Peut-être voulez-vous conclure votre intervention sur la présentation de la plateforme? Alors, je rappelle quand même nos coordonnées pour ceux qui sont de Martinique. Donc, c'est le 09 67 61 09 27. Ou sinon, le 06 96 923 990. Pour nous contacter et avoir un peu plus d'informations également. Alors, il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu par rapport au type de matériel. Est-ce qu'il y a d'autres types de matériel que celui relevant du domaine tertien?
Alors, en fait, le principe de la plateforme, c'est vraiment par rapport à l'analyse des besoins émergents. C'est-à-dire que on est parti d'un constat, on est parti d'une expression de besoin et on est intervenu par rapport à cette couverture en investissement. Donc, autant que faire se peut, bien, le prestataire va interpeller par rapport à une récurrence d'expression de besoin sur une typologie de matériel, à charge pour le FIP et la GFIP de venir justement, de par notre intervention financière, de permettre aux prestataires, bien, au travers d'investissements supplémentaires qu'il va nous présenter, de répondre à ce besoin. Ok. Ben, Alors, écoutez, Madame Golitin, vous serez destinataire, vous aurez de toutes les manières accès au support de présentation et de fait aux coordonnées d'EPATEC. Donc, je le mets dans le chat. Donc, EPATEC. Alors, le numéro de téléphone, c'est 09 67 61 Oui, c'est bon. 09 27. Voilà. Ou sinon, c'est le 06 96. Alors, ou 06 96, allez-y. 92 39 90. Oui. 90. Voilà. Parfait. Je l'ai mis dans le chat, les deux numéros de téléphone pour Epatec et tout. Et vous pouvez venir sur place, voir un peu l'environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe après le délai de 3 mois? Bien, normalement, après le délai de 3 mois, l'employeur est censé avoir fait la démarche, comme disait tout à l'heure Stéphane Guénaud, au bout d'1 mois de test. Donc, il appartient à l'employeur de faire la démarche d'acquisition du matériel. Donc, il faut savoir qu'au niveau du contrat de prêt, parce qu'il y a un contrat de prêt qui est signé entre le prestataire, l'agent bénéficiaire et l'employeur. Et dans ce contrat de prêt, il est bien indiqué que ça relève de la responsabilité de l'employeur de procéder à l'acquisition du matériel. Donc, quand, pour une raison de force majeure, le matériel n'est pas livré, n'est pas arrivé au service du bénéficiaire, évidemment, comme je le disais, eh bien, il y aura une demande qui va être faite par l'employeur, à charge pour lui de prouver qu'il a fait cette démarche, et il va faire une demande de renouvellement ou d'allongement du bénéfice du prêt. Et donc, du coup, au travers de cette demande, je vais recevoir, Epatec va me transférer, Epatec ou une autre plateforme, va me transférer la demande. Et à ce moment-là, eh bien, je vais valider le principe d'un mois supplémentaire parce que eh bien, la livraison est prévue au mois début mai, alors que le contrat de prêt se terminait début avril. Donc, il y a pas on essaie autant que faire se peut de ne pas pénaliser l'agent et qu'il se retrouve bien, dépourvu du matériel alors qu'il était dans une situation plutôt confortable dans son quotidien. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à nos intervenants aujourd'hui. Vous nous avez apporté une présentation claire de l'étude ergonomique et du fonctionnement de la plateforme de prêt de matériel. Je vous demanderai à nos intervenants de bien vouloir m'envoyer vos supports de présentation si possible, là maintenant, comme ça, je pourrais l'intégrer dans l'envoi des évaluations tout à l'heure. Je vous ai déjà mis un lien tout à l'heure qui vous permet de télécharger la présentation de l'étude ergonomique, notamment, puis un certain nombre de documents, les fiches de prescription, par exemple. Et je rajouterai quelques éléments supplémentaires, notamment les supports dans l'envoi qui vous sera fait. Personnellement, je vous remercie infiniment pour vos interventions et puis je laisse à Nadine le soin de conclure. Eh bien, tout d'abord, merci aux deux intervenants pour bien l'intervention de qualité précise qu'ils nous ont faite par rapport à ces deux thématiques. Alors, bien, nous espérons avoir répondu à vos attentes et puis, bien évidemment, nous restons toujours disponibles pour compléter l'information reçue. Et puis, évidemment, vous serez informés via nos modes de communication. Donc,
soit par vos directeurs territoriaux handicap pour le lancement de la plateforme dans vos régions ou une information globale qui sera faite par le FIPHFP. Mais nous avons cet objectif vraiment de répondre à une couverture complète parce que nous sommes conscients qu'il y a un véritable besoin et que ces dispositifs y répondent. Donc voilà, merci vraiment pour toute votre réactivité, votre participation et puis bien, nous vous disons au prochain webinaire sur une thématique autre. Voilà. Merci encore et merci aussi à Monsieur Petit pour votre témoignage sur vos bonnes pratiques. Merci de votre invitation. Merci à vous. Et au revoir et à bientôt. Merci, au revoir à tous. Merci, Au revoir, bon après-midi et puis bonne journée pour Bonne journée à les tous. personnes relevant des Antilles-Guyane. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.